Au début d'une histoire d'amour, le couple est souvent fusionnel. On a envie de faire plaisir à l'autre et on le considère comme son prince charmant ou sa princesse. Quand on tombe amoureux, on idéalise l'autre. Il y a de la passion. Et ça, c'était mon rêve, comme quand on est une petite fille, le rêve de princesse, Cendrillon qui se marie, les petits oiseaux qui chantent au mariage, enfin, la vie toute belle. Et là, j'ai eu ma claque, quoi. Et puis, c'est vrai qu'au début, il avait un discours où il me mettait toujours sur un piédestal. Donc, forcément, là aussi, avec les yeux de la jeunesse, c'est en général suffisant pour avoir la sensation que c'est l'homme de sa vie. Il était prévenant, il me complimentait beaucoup. Il me disait que j'étais courageuse d'élever mon fils toute seule. Et pour moi, c'était incroyable que quelqu'un comme ça puisse s'intéresser à moi, quoi. Mais inévitablement, après un certain temps, le couple se confronte à des désaccords. Très rapidement, on peut détecter s'il s'agit de simples conflits ou si la violence va s'installer dans le couple. Un événement, comme le mariage, un déménagement ou la naissance d'un enfant, peut en être le déclencheur. Distinguer le conflit de la violence est très important, car si le conflit est normal et autorisé, la violence est en revanche destructrice et interdite par la loi. En fait, c'est pas simple, on confond souvent conflit et violence. Le conflit, il est inévitable dans le couple, on se confronte à des désaccords, et ce désaccord va entraîner évidemment parfois de la colère. Parfois, on va partir en claquant la porte, on va peut-être monter le ton. Mais dans le conflit, le couple est toujours à égalité. Il n'y a pas la volonté d'imposer par la force quelque chose. Un moment ou un autre, on va s'écouter, on va échanger. Et finalement, le conflit va se régler par le dialogue. La violence dans la terminologie courante et celle qui est fixée par la loi sont deux choses assez différentes. La définition qu'on peut en donner globalement, c'est une atteinte à l'intégrité corporelle qui va être imposée par une personne sur une autre. Donc il n'y a pas que les coups. Le raisonnement qu'on retrouve assez régulièrement chez bon nombre de victimes, c'est de dire « mais j'ai pas été frappé, j'ai pas eu de coups ». Donc il n'y a pas de violence. Mais je pensais pas concrètement que c'était de la violence conjugale parce que là aussi on a tendance toujours à schématiser la violence conjugale avec des femmes qui se retrouvent avec la tête tuméfiée, vraiment avec des actes qui sont plus voyants, plus marqués. Moi, les 10 premières années, ça a surtout été de la violence psychologique. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre, j'aurais tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et en fait, je me sentais très mal, quoi. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais que ça venait de moi, en fait, pas de lui. Une bousculade, ça peut être une violence. Et même la violence peut ne pas être physique. Elle peut simplement, il peut ne pas y avoir de contact avec la victime et on peut considérer qu'il y a des violences dans le fait de rechercher à faire peur à sa victime. Voilà. Ça peut se traduire par des dégradations qui seraient impressionnantes, par le fait de donner l'impression qu'on va foncer dessus avec son véhicule ou attraper des instruments, des armes et puis emporter des coups un peu partout, faire voler des objets dans une pièce. Voilà, tout ça peut être considéré par la justice comme étant une violence. L'auteur cherche à dominer l'autre et il va tout essayer pour rabaisser la victime et lui faire perdre toute confiance en elle. Il la dévalorise. Il la rabaisse constamment par des reproches. Jamais rien ne va, tout est prétexte à des reproches et il va chercher à la culpabiliser et à contrôler ses déplacements et ses fréquentations, parfois même en utilisant les nouvelles technologies, comme un traceur ou une puce GPS. Petit à petit, c'était systématique, toujours les remises en question, tout ce que je pouvais faire, ça n'allait jamais. Des reproches, ouais. Des reproches sur tout et rien, quoi. Ça va être le ménage, la cuisine qui n'était pas assez bien faite, des fois l'habillement aussi, voilà. On essayait de tout faire pour faire plaisir, quoi, faire à manger, le plat qu'il aimait. Enfin, de toute façon, ça allait pas. C'était cramé, c'était trop cuit, pas assez cuit. Enfin, voilà. Hier, pas si trop d'or. Mais tout était sous. Quand on nous disait blanc,
Parce qu'on espérait que ça... Ben non, lui, il voulait noir, et si on disait noir, lui, il voulait blanc. Donc, de toute façon, c'était pour tous, tout était comme ça. On a décidé de se marier. Et puis là, ça a été la descente aux enfers. Et oui, il y a eu beaucoup de reproches, il n'y a plus rien qui allait en fait. J'étais incapable de faire, si on l'écoutait, de faire quoi que ce soit. Il l'humilie devant les autres, devant les enfants. Et à ce moment-là, j'avais envie de me suicider. Parce qu'il me rabaissait tellement que je voyais plus quoi je servais en fait. Puisque tout ce que je faisais, c'était nul. Tout ce que je disais, c'était nul. Que même envers ses collègues, j'étais nulle. Il la dénigre par du silence ou de l'indifférence. Indifférent. Et c'est la chose qui fait le plus mal. C'est une indifférence, c'est-à-dire que vous posez une question, il ne vous répond pas. Vous racontez votre journée, il s'en fiche, il ne vous répond pas. Vous vous dites, je suis pas intéressante, il faut que j'arrive à trouver la chose qui va l'intéresser. Parce que ce que je dis, ça doit être stupide. Il crée un climat de peur. C'est-à-dire que les violences psychologiques font partie des violences. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de la peur, le fait de pouvoir créer une peur, ça c'est typiquement une violence psychologique. Au bout d'un moment, c'est la peur aussi qui a commencé à arriver, parce qu'avant les premiers coups, forcément, il y avait les menaces de coups. Donc à me dire, de toute façon, toi tu me cherches, hein, mais un jour tu vas en prendre une. Tous les jours, il me reprochait tous les matins de ne pas lui sourire. Parce que quand vous avez la peur dessus, vous avez beau essayer de vous forcer, le sourire il n'est pas naturel. Et quand il arrivait, qu'il se levait, qu'il voyait que voilà, c'était pas un sourire naturel, bam, ça tombait. Il criait, oui, il se mettait à crier, à insulter, à taper aussi sur les meubles au début. Il la culpabilise. Pour l'agresseur, tout est toujours de la faute de l'autre. Le dominant ne se remet jamais en question. Il cherche à la rendre coupable en permanence. Au début, on tient tête, et puis après, vu que c'est toujours de notre faute, j'étais plus dans la passivité, parce que je voyais que ça servait à rien de tenir tête pour quelque chose, voilà, que ça me retombait toujours dessus, quoi. Il y avait toujours une explication, mais c'était toujours de ma faute. Moi, j'étais persuadée que c'était moi la fautive. Parce que j'en arrivais à piquer des crises de nerfs, mais je devenais folle d'ailleurs, carrément folle. Et j'étais persuadée que c'était moi. Et au regard des autres, j'étais d'ailleurs la personne qui était agressive, alors que j'étais mariée avec un homme merveilleux, formidable. Parce que devant les autres, c'était le sourire jusqu'aux oreilles, toujours prêt à rendre service. Il la met sous son emprise. Dans le couple, on peut dire que l'auteur va faire en sorte que la victime dépende de lui. Il va utiliser des stratégies pour créer cette emprise. Il crée une dépendance affective, en disant par exemple à la victime que personne ne peut l'aimer comme il l'aime. Il alterne les petites phrases assassines et les compliments. J'étais la meilleure, il avait de la chance de m'avoir, j'étais la plus belle chose qui lui était arrivée dans sa vie, j'étais même mieux que sa mère qui disait. Et lui qui était du coup quand même toujours à me valoriser malgré ses attitudes, en fait je pense que oui, je me suis raccrochée à ça. Il cherche à isoler la victime, à l'empêcher de contacter sa famille et ses amis, ou à créer une situation de dépendance économique ou administrative. Par exemple, en privant la victime de ses papiers, passeport, carte d'identité ou encore carte de crédit. Et moi, j'avais pas le droit de voir les papiers. Je pouvais pas avoir un œil sur l'argent, comment ça partait. Petit à petit, ça s'est fini qu'on n'allait plus du tout chez mes parents, quoi. Du coup, je ne voyais plus personne. Et voilà, j'étais un peu enveloppée par lui, protégée de tout le monde de l'extérieur, mais en fait, il m'empêchait que tout le monde vienne me voir, en fait. Et moi, j'avais pas le droit de sortir. Il manifeste de la jalousie, ce que l'on pourrait confondre avec une preuve d'amour. Les peu de copines que j'avais, dû à mon apprentissage, en fait, quand on essayait de se voir de suite, c'était « Ah, mais attends, on se voit pas la semaine, t'es toujours au boulot, et le week-end, tu vas encore aller promener avec les copines. On se voit pas, on profite pas. » Alors, ça m'embêtait de pas profiter de mes copines, mais dans le fond, je me disais, en fait, c'est mignon ce qu'il me dit, quoi, parce que je lui manque toute la semaine, donc il a envie de passer du temps avec moi.
Donc, tant pis pour les copines. Ça a été très vicieux parce que ça a été des menaces sans arrêt, notamment au travail. Il fallait pas que je parle avec qui que ce soit, aucun homme, surtout aucun homme. Mais si j'avais le malheur de croiser le regard d'un homme, je savais que j'allais ramasser parce que c'était de ma faute. Il lui dit qu'elle n'est pas capable. C'était toujours avec beaucoup de finesse, il m'a rabaissé. Physiquement, surtout, j'étais capable de rien faire, ni de conduire, ni rien. Je conduisais quasi plus parce que il conduisait tout le temps, il me laissait jamais conduire. Mais c'est pareil, ça rentre dans la tête et on se dit je suis pas capable de conduire, quoi. Ça me paraîtrait assez surprenant de trouver une seule situation de violence physique qui n'ait pas été précédée par de la violence morale. Pour un oui ou pour un non, il cherchait en fait toujours le petit détail pour amorcer une dispute et puis je me retrouvais tapé, bousculé, attrapé par les cheveux parce que les premiers temps de toute façon c'était jamais vraiment des coups, en tout cas des coups qui ne laisseraient pas de traces. Il jouait beaucoup sur la psychologie parce que ça se voyait pas. Alors c'était pas vraiment des gifles parce que c'est surtout sur le bras, un coup de poing au bras ou un coup de pied dans les jambes, c'était quelque chose, ça se voit pas. Des gilets bleus, ça se voit pas. Un soir, il a pété un plomb en me demandant de me déshabiller, de me mettre toute nue. J'ai cru qu'il allait me violer et il est revenu à lui, je pense quand même de voir la peur que j'avais. Il m'a regardé, il m'a dit « mais je vais pas te violer, n'importe quoi, assieds-toi à côté ». Et je me suis assise en boule, toute nue, au bout du canapé, et il m'a envoyé 3 coups de poing. C'est la première fois qu'il tapait si fort, dans la cuisse, si bien que j'ai passé tout le mois de juillet avec la cuisse tuméfiée, que j'ai pas pu mettre de short, parce qu'il fallait vraiment camoufler ça. Et après, ça a été les coups, et ensuite c'est parti, mais sur le visage, là, il se contrôlait plus, quoi. C'était... voilà, tu vas aller chercher du fond de teint, sauf que le fond de teint, ça cache ça cache pas tout. C'était ça sans arrêt. Et après, ça a été des griffures. Alors, j'ai me griffé, j'ai tout eu. D'abord, ça a été les coups. Ça a été donc une fourchette qu'il m'a plantée là, en haut du dos, entre le dos et une clé qui m'a cassé quand même. Une clé comme ça, il faut quand même la tordre dans le dos, il faut y aller. Un coup de couteau dans la cuisse, il a essayé de me noyer. Il m'a attrapée, il m'a fait passer à travers une porte et après il m'étranglait et il m'a collé contre un mur et il me disait je vais te tuer, tu peux pas me quitter comme ça, je vais te tuer, quoi. Quand il est rentré d'OPEX, il fallait avoir une relation de suite. Alors que j'accouchais le lendemain, on avait rendez-vous pour un déclenchement. Et ça de suite quand il est revenu. Et il m'a fallu je sais pas combien d'années pour qu'on me dise mais si le viol conjugal ça existe. Pour moi, j'étais mariée, ça n'existait pas, quoi. Pour arriver à lui à se calmer de ses nerfs, c'était un moyen comme il y en a qui vont prendre l'air ou prendre un verre d'alcool. Non, là c'était un acte sexuel en fait qu'il fallait pour qu'il puisse se calmer.